Il y a 10 ans, j'étais étudiant ici à l'INSA Lyon, en théâtre-études. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, presque jour pour jour, j'étais presque au jour de ma première représentation de théâtre. Ici, là, sur scène. Et ce soir-là, il m'est arrivé une histoire incroyable, un truc de fou. J'ai eu, sur scène, une aventure avec au moins 8 copines que je venais de rencontrer ce soir, là, par ici. Et le plus incroyable dans tout ça, parce qu'une histoire avec 8 copines passe encore, pourquoi pas, mais le plus incroyable, c'est que cette histoire a duré jusqu'à présent, que nous sommes inséparables, et que pour rien au monde, je n'en choisirai une plus que les autres. Ces 8 copines sont venues avec moi ce soir, je vais vous les présenter. Mais pour être tout à fait exact, avant d'aller plus loin, il me semble que je vous dois la vérité sur un détail. Ces 8 copines rencontrées un soir de théâtre ne sont pas des femmes, mais des émotions. Vous savez, les émotions, tout le monde en ressent 15, 16 par jour. Si par exemple, je m'approche de monsieur, assis au premier rang, innocemment, et qui sait peut-être que dans les TEDx, il est parfois d'usage de demander au public de monter sur scène pour interagir avec le speaker. Monsieur, qui s'appelle Baptiste, selon qui il est, ressent tout d'abord de la surprise, puis une fois la surprise passée, toujours selon qui il est, Baptiste ressent soit de la peur, auquel cas il est déjà en train de faire non de la tête avant que je m'approche, soit à l'inverse, de l'intérêt, de l'excitation, auquel cas il est déjà debout, prêt à répondre à une question que je n'ai pas encore posée. Ce que j'ai découvert ce soir-là, c'est exactement ça. Baptiste agit en fonction de ses émotions. Les émotions qu'il ressent, le poussent à agir et à s'adapter à cette situation. Il ne décide pas par un processus strictement rationnel de se mettre à faire non de la tête en se disant « c'est bon, si je fais non de la tête assez longtemps, il va finir par aller voir quelqu'un d'autre ». C'est son émotion qui le pousse. Et ça, c'est le sens étymologique du mot émotion, du verbe émouvoir. Emovere, en latin, mettre en mouvement, faire quelque chose. Et c'est exactement ce que j'ai compris ce soir-là au théâtre. Si mon texte me demande de faire quelque chose, si mon texte me demande d'offrir des fleurs à une fille parce que je suis amoureux, il faut que je ressente l'émotion qui va derrière. Parce que offrir des fleurs à une fille parce qu'on est amoureux et offrir des fleurs à une fille juste parce qu'on fait semblant d'être amoureux et que c'est écrit dans le texte, c'est deux choses entièrement différentes. Ça n'a rien à voir, je vous renvoie à vos expériences personnelles. Plus largement, au théâtre, Stanislavski, un beau metteur en scène, un grand metteur en scène qui mettait en scène Tchekhov, est resté célèbre pour une phrase qu'il lançait à ses acteurs quand ils ne croyaient pas à leurs émotions, quand il avait l'impression qu'ils ne jouaient pas sincèrement. Il leur disait « Ya nie veru », le monsieur était russe, en français « je n'y crois pas ». Il leur disait « ce que vous jouez là, le texte que vous interprétez, vous n'y mettez pas assez d'émotion, vous n'y êtes pas entièrement ». Et quelque part, cette phrase m'a pas mal marqué. Elle m'a marqué pour les spectacles suivants de théâtre que j'ai pu jouer dans cette scène. Et surtout, elle a donné dans ma vie toute la place qu'elle méritait à mes 8 copines. Puis de spectacle de théâtre en spectacle de théâtre, tout arrive, j'ai fini mes études, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé à travailler. Et là, par contre, en commençant à travailler, j'ai cru recevoir le message que les émotions n'ont pas leur place au travail. Tant pis, bye bye mes 8 copines. J'étais par exemple, dans mes 2 premières années, en mission sur un chantier. J'avais construit un beau tableau de bord, un fichier Excel qui disait à chacun sur le chantier ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, à quel moment. Un vrai sujet pour un ingénieur INSA nouvellement diplômé. Puis sur chantier, il y avait un collègue qui avait une expérience de furieux, qui avait bossé partout dans le monde, qui avait tout fait, qui avait tout vécu, et qui quelque part faisait un petit peu peur aussi à tout le monde parce que verbalement il pouvait être violent. Et un jour, ce collègue en question, il arrive dans mon bureau en gueulant, fait « Qu'est-ce que c'est que cette bouse de tableau de bord qu'on m'impose encore, qu'on me met dans les pattes, on va pas me laisser bosser un peu ?» Alors moi en face, j'étais mort de trouille, et littéralement.
Donc j'ai pris la réaction la plus proche que j'avais à disposition. J'ai bombé le torse, j'ai dit c'est comme ça et pas autrement. Le chef de chantier qui a entendu que ça gueulait, il est venu dans le bureau, il a demandé ce qui se passait, il a demandé à ce qu'on lui explique. Et je pense que le collègue en question faisait aussi peur à ce chef de chantier. Parce que le chef de chantier, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est bomber le torse, dire c'est comme ça et pas autrement. Et ce collègue-là, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a été énervé. Je pense qu'il était en colère. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il est resté un mois sans me parler après. Et pendant ce mois-là, moi, peu à peu, tranquillement, j'ai compris que mon tableau de bord, il ne servait pas à grand-chose. Et que c'était peut-être pour ça qu'il était en colère à la base. Vous imaginez le coût du truc? Si on avait parlé de nos peurs, si j'avais parlé de ma peur, si le chef de chantier avait parlé des siennes, si lui avait simplement dit pourquoi il était en colère, on aurait gagné un mois. C'est phénoménal, phénoménal. Mais les émotions n'ont pas leur place au travail, ou tout au moins je le croyais. Et ça aurait pu continuer de longues années comme ça. J'aurais pu garder mes 8 copines au placard assez longtemps. Mais 2 ans après, j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques. On est peu de choses. Sclérose en plaques, c'est une inflammation du système nerveux qui me mettra peut-être dans un fauteuil roulant en 10 ou 15 ans. C'est mon système immunitaire qui s'attaque à mon système nerveux. Alors ça, côté émotionnel, c'est un peu la catastrophe, quoi. Je me suis effondré, je me suis dit que rien ne valait la peine d'être vécu, que je voulais mourir et j'en avais assez vu. Et puis tout passe. J'en veux pour preuve, je suis ici aujourd'hui et plutôt heureux d'être là. Et du coup, quand j'ai appris ça et le temps de digérer un peu l'annonce, j'ai décidé de changer de travail. J'ai décidé de mettre au centre de ma vie l'humain, le management et puis surtout mes 8 copines. Alors, je me suis formé au coaching, à l'accompagnement de dirigeants. Je me suis associé dans une société de coaching et de conseil en management sur Lyon, avec fierté. Je suis même allé jusqu'à écrire un livre. Et dans ce livre, il y a un chapitre entier qui est consacré aux émotions, qui parle de mes 8 copines. Et si ce livre devait être 2 fois plus court, je pense que je garderais en entier le chapitre sur mes 8 copines, sur les émotions. J'en changerai rien, j'en retirerai pas une lettre. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai eu l'impression, dans ma formation, au boulot, dans mon nouveau boulot, et en écrivant, qu'on me parlait tout le temps d'émotions. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, il y a 2 choses, il y a eu 2 évolutions majeures. La première, c'est déjà que, notamment pour écrire mon livre, je suis tombé sur beaucoup de recherches qui parlent des émotions dans un cadre professionnel. Je vous en présente quelques-unes. Google a sponsorisé une étude pour trouver le principal critère d'efficacité d'une équipe dans le monde professionnel. Est-ce que ça marche quand les gens sont plus intelligents? Est-ce que ça marche quand les gens viennent d'horizons variés? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est efficace? Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une équipe? La seule chose qu'ils trouvent, statistiquement, méthode Google, statistique à l'appui, c'est que ce qui fait l'efficacité d'une équipe, c'est ce qu'ils appellent la sécurité psychologique. Est-ce que les différents membres d'une équipe se sentent suffisamment en confiance avec les autres membres pour parler de ce qu'ils sont profondément, pour parler de leurs émotions, pour admettre qu'ils ont fait des erreurs, pour partager leurs moments de gêne ou leurs problèmes personnels? Première étude sur 4. La deuxième, un peu plus ancienne, c'est Darwin. Darwin, il dit un truc qui est limpide, qui est d'une simplicité biblique. Il dit, dans la théorie de l'évolution, tout le monde a évolué et on a gardé ce qui marchait le mieux. Donc si on a des émotions aujourd'hui, c'est que les émotions ont marché. Par exemple, si je suis un homme des cavernes, quelqu'un me vole mon beefsteak, je ressens de la colère. La colère est fonctionnelle parce qu'elle m'amène à me battre pour récupérer mon beefsteak. Et ça, il n'y a pas de raison que ça soit arrêté à la fin de l'âge des cavernes. C'était vrai à une époque, c'est toujours vrai maintenant. Les émotions, elles étaient fonctionnelles, elles le sont toujours. Deuxième étude. Troisième, des chercheurs en intelligence artificielle qui disent, si un jour on veut avoir une véritable intelligence artificielle,
une intelligence artificielle autonome, intelligente au sens humain du terme, la prochaine étape, ce n'est pas plus de puissance de calcul, c'est de créer un système émotionnel qui permette sa régulation. Quatrième étude, Damasio, il démontre, un neurologue, il démontre que dans le cerveau, on a un système qui prend les décisions et on a un système qui permet d'amener les émotions dans le cerveau, entre guillemets. Si on déconnecte ces deux systèmes, on est infoutu de prendre une décision rationnelle qui va dans notre intérêt. On pense prendre tous les jours des décisions rationnelles. On dit si A, alors B, si j'ai fait ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et derrière tout ça, à chaque fois, il y a nos émotions. Et si on retire nos émotions, on est infoutu de prendre la décision rationnelle qui va avec. Donc tout ça, c'est toutes ces études et d'autres encore, c'est la première chose qui a changé. Et la deuxième chose, et qui est peut-être la plus importante, c'est que j'ai arrêté, mais arrêté, d'écouter ceux qui disent que les émotions n'ont pas leur place au travail, dirigeants, managers, clients compris. Et ça change tout. Et ça, c'est phénoménal. Parce que, du coup, j'ai commencé à développer une curiosité pour les émotions des gens que je rencontrais, mes collègues, mes clients. J'ai commencé à chercher quelles émotions ils ressentaient, à leur demander comment vous vous sentez. Quelle est l'émotion qui vous fait dire ceci? Quelle est l'émotion qui vous fait dire cela? Ça, vous pourrez essayer, c'est le genre de questions, quand on les pose la première fois, on se sent humble. On n'a pas l'habitude. Aller demander aux gens comment ils se sentent, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Mais parfois, néanmoins, les gens m'ont répondu avec des émotions, avec un peu d'insistance parfois. Et à chaque fois, leurs problématiques se sont éclairées, comme si c'était la pièce du puzzle manquante. Des dirigeants qui avaient peur de leurs collaborateurs, des managers qui étaient en colère contre d'autres personnes, qui ne savaient pas que faire, qui ne savaient pas que dire, d'autres dirigeants qui avaient honte des décisions qu'ils devaient prendre. À chaque fois, l'émotion venait éclairer leurs problématiques, comme une pièce manquante de puzzle, comme quelque chose qui était à disposition et qui ne demandait qu'à être dit. Alors, néanmoins, l'inconvénient quand on demande à quelqu'un comment il se sent, c'est que par défaut, il répond tout sauf une émotion. Comment ça va? Comment tu te sens? Très bien, merci. Non, vraiment, pas de problème. J'ai bien dormi cette nuit, c'était sympa. J'ai passé une bonne soirée, merci de demander. Tout sauf des émotions. Je suis allé un petit peu plus loin, j'ai pris du papier, des ciseaux, de la colle, et j'ai fait un cube, et à chaque sommet, j'ai mis un nom d'émotion. Et du coup, quand quelqu'un me répond avec autre chose qu'un nom d'émotion, je lui donne le cube, je lui dis, mais faites une hypothèse. Imaginez que vous ressentiez une émotion, là, tout de suite, à l'instant T. Quelle émotion ça serait? Où est-ce que vous seriez sur le cube? Et à chaque fois, il y a des choses magnifiques qui sortent. Les gens retournent le cube dans tous les sens, se demandent, disent non, vraiment, je ne vois pas. Non, non, pas d'émotion. Si je vous demandais là tout de suite qui ressent une émotion, vous seriez sans doute très peu à lever la main. Mais si je vous donnais le cube que vous commenciez à chercher, tôt ou tard, vous en trouveriez une. Et à chaque fois, encore une fois, c'est la pièce manquante du puzzle. Comment ça marche? Je ne sais pas. Peut-être que, comme au théâtre, quand on parle de nos émotions à nos interlocuteurs, ils nous sentent plus alignés. Ils ont l'impression de nous voir en cohérence avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on fait. Peut-être que ça les aide. Peut-être aussi, plus basiquement, que quand on parle de nos émotions, ça nous aide nous-mêmes à mieux nous comprendre. Quand je préparais ce TED, je le sentais honnêtement pas du tout. Et puis j'ai pris mon cube, j'ai cherché, je me suis dit tiens, pas du tout, c'est pas un nom d'émotion ça. Et puis je me suis dit que c'était quelque part entre la peur et la honte. Entre la peur et la honte de ne pas être à la hauteur, de me retrouver face à vous et de ne pas avoir de message pertinent à donner ou de ne pas savoir comment le lire. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, on a prise là-dessus. J'ai fermé les yeux, j'ai imaginé ce moment précis sur la fin de mon TED, en imaginant que tous vous y aviez trouvé quelque chose qui vous convenait, et je me suis demandé ce que j'avais fait pour en arriver là. J'ai réécrit 3 fois mon TED, mais surtout, plus important, ce sentiment de honte
ou de peur avaient disparu. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'aller à la rencontre de vos émotions, au travail ou dans le champ perso, que ce soit de la peur, de la gêne, que ce soit des émotions positives comme négatives, peu importe, d'aller faire connaissance avec elles. Et puis surtout, quand vous croisez mes 8 copines, transmettez-leur mes salutations. Merci.